Prisca Thévenot, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette matinale spéciale donc, où on attend cet heureux événement. Heureux événement aussi en Israël. Tiens, on supprime le pass sanitaire. En Israël, mais pas en France. Pourquoi on ne le fait pas en France? On attend les élections? Non, vous savez, la Covid, malheureusement, n'a pas d'agenda politique, il a son agenda propre. Et donc, nous devons continuer à rester extrêmement prudents. Attention, ça ne veut pas dire d'être dans une surprotection, même si, bien sûr, avec le biais qu'on vient d'entendre, il faut l'être quand même en ce moment. Mais soyons raisonnables. Nous avons passé 2 ans de crise sanitaire. Il n'est pas question de se précipiter sur les derniers instants et de relever des mesures encore importantes trop rapidement. On viendrait mettre à mal l'ensemble des efforts fournis par les Français. Donc, bien évidemment, dès que le pass sanitaire pourra être enlevé, il le sera, mais déjà un certain nombre de mesures ont été allégées. Le port du masque va être allégé en intérieur, là où le pass sanitaire est en vigueur. On a aussi des protocoles sanitaires dans les écoles qui vont être allégés. Ils ont été annoncés par Jean-Michel Blanquer très récemment. Il faut aller très doucement, vraiment, parce que, encore une fois, on ne met pas à mal et à risque 2 ans d'efforts collectifs. Alors, avec ou sans passe sanitaire, réunion lundi du pôle majoritaire de la grande famille macroniste. Dans quel but? Ça y est, c'est la veillée d'armes, la campagne démarre? Alors, je vous rassure, on n'a pas de bébé à faire accoucher. Hein. Je suis dans cette note parce qu'elle est trop belle. Un petit bébé candidat, quand même, qui arrive la semaine prochaine. Voilà, un grand bébé. Mais on a un sujet aussi, c'est que cette famille politique que nous avons, qui existe depuis 2017, qui continue à s'étendre, elle vit au quotidien. Alors oui, elle anime pas les médias par des défections, par des trahisons, mais par du travail qui est fait quotidiennement. Alors on met l'accent aujourd'hui, et je vous en remercie, sur notre réunion qui aura lieu lundi. J'y serai, donc je vous tiendrai sûrement au courant. Elle vise à quoi? Mais en fait, c'est une suite logique de tout ce qu'on fait depuis un certain nombre de mois et de semaines. Il y a eu 3 semaines à peu près, nous avons eu aussi un grand colloque de la majorité présidentielle. Nous nous réunissons très fréquemment pour justement non seulement préparer l'arrivée prochaine de notre bébé à nous, encore une fois, mais il s'agit surtout de continuer à travailler. Et travailler pour qui? Pour les Français. Alors, il n'y a pas eu de trahison, il n'y a pas eu de défection, il y a eu quand même des petites crises, des petits divorces. Bon, Édouard Philippe boudet, il revient, il sera présent lundi? Alors, s'il boude, j'ai pas vraiment vu quelqu'un bouder. Je vous le dis, moi j'ai été... il a dit lui-même qu'il venait plus aux réunions communes. Et pourtant, il est là au travail collectif. Attention, encore une fois, on peut essayer d'y voir de l'orage dans ce beau paysage politique qui est le nôtre aujourd'hui. Mais en réalité, non, il s'agit d'une famille politique qui vit pleinement, mais qui n'a pas vraiment à voir avec les autres mouvements que nous pouvons voir en ce moment se déchirer par ailleurs. Alors d'après Le Parisien, le président de la République et Édouard Philippe ont dîné ensemble jeudi dernier à Brest. Vous étiez au courant? J'espère qu'ils ont passé un bon moment. Et est-ce que dans une semaine, le président sera candidat? Il y a le salon de l'agriculture à inaugurer. Il y a le salon des travaux publics. Est-ce qu'il sera candidat? Vous savez, il y a aussi, en parallèle, on en parlait juste avant, la fin de la gestion de crise sanitaire à gérer. Il y a une situation diplomatique internationale extrêmement tendue. Nous avons aussi nos forces armées au Mali à désengager progressivement suite à l'annonce du président de la République. Mais nous avons aussi de gros projets nationaux à continuer à mener, notamment le projet de réindustrialisation de la France. Donc tout cela aussi est à l'agenda, non pas du candidat, mais du président de la République, qu'Emmanuel Macron est. Et donc, oui, tant qu'il devra travailler pour les Français, il le sera, et le temps viendra où il sera candidat, et ce temps, soyons très clairs, va arriver très prochainement. Quand même, le salon de l'agriculture dans notre vie politique, c'est un moment très spécial, on le sait. Est-ce qu'on peut y aller sans avoir levé cette ambiguïté? Alors rappelons déjà qu'effectivement, ce salon de l'agriculture est d'autant plus important cette année parce que nous sortons d'une crise sanitaire où il n'avait pas pu avoir lieu. Mais encore une fois, oui, le salon de l'agriculture est important en temps de campagne présidentielle, mais il est avant tout important pour nos agriculteurs. Pour le monde rural. Attention de ne pas détourner le premier objet du salon de l'agriculture qui n'est pas un moment de campagne politique, mais bien un moment pour rappeler l'action que nous devons mener pour le monde rural. Si tout se décide à l'Élysée, comme on l'entend, à quoi va servir la République en marche pendant cette campagne? Vous êtes en train de dire que je sers à rien? Non, mais c'est pas très sympa. Non. La République en marche avance. Elle est bien évidemment au travail, à l'action. Bien évidemment, nous, en tant que entre guillemets, cadre politique de la majorité présidentielle, mais également l'ensemble des militants et élus qui sont sur le terrain. Moi, hier soir, j'étais avec des étudiants engagés qui sont inlassablement en train de tracter, de coller, d'aller faire du porte-à-porte, d'aller rencontrer les Français. Donc, en réalité, l'action de la majorité présidentielle, La République en marche, le MoDem, Agir, Territoire... Enfin, je vais pas faire la liste. Elle est longue et heureusement, elle est au travail. On a l'impression qu'il y a quand même moins de spontanéité, de fraîcheur qu'il y avait il y a 5 ans quand les marcheurs ont surgi.
Je ne sais pas s'il y a moins de spontanéité, moins de ferveur, mais en tout cas, il y a plus de responsabilité, plus de rigueur, plus de conscience que nous n'avons pas le droit à l'erreur parce que tout simplement, nous sommes au pouvoir, nous sommes aux manettes. Donc oui, bien évidemment, l'enthousiasme du début a laissé place à de la responsabilité. Mais cette responsabilité ne nous empêche pas aussi d'avoir aussi des moments d'enthousiasme et des moments de réjouissance. Est-il vrai que l'éducation sera au cœur du projet présidentiel 2022-2027 ? C'est ce que je souhaite, mais en réalité, il est déjà au cœur de l'action depuis 2017 avec Jean-Michel Blanquer. Les premières grandes mesures de ce quinquennat ont porté autour de l'éducation, et notamment sur les premières années de vie d'un enfant. L'école élémentaire, avec le dédoublement des classes, mais également avec un certain nombre de mesures qui peuvent paraître anecdotiques, mais qui sont fondamentalement révolutionnaires. La mise en place du petit déjeuner gratuit à l'école. Ça peut paraître simple, mais en fait, c'est fondamental. Il y a un certain nombre d'enfants encore en France qui vont à l'école le ventre vide. Non pas parce que le matin, on n'a pas le temps et on prend pas son petit-déj. Oui, ça arrive, mais il y a aussi des enfants qui ne peuvent pas manger le matin. Et ça, c'est la première inégalité de la journée d'un enfant. Un enfant qui ne mange pas, c'est un apprentissage qui est gâché. Il y aura une compétition dans cette campagne. On se bat contre des adversaires. Quel est votre principal adversaire, à vous, les marcheurs ? C'est Le Pen, c'est Pécresse, c'est Zemmour ? En fait, c'est marrant, mais ça, pour le coup, ça n'a pas changé depuis 2016. Nous n'avons pas de principal adversaire. Nous n'avons qu'une volonté et une ambition partagée depuis le début. C'est non pas de faire campagne contre, et je le dis encore vraiment, mais de faire campagne pour les Français. En ce moment, qu'est-ce qu'on voit dans le débat médiatique aujourd'hui ? On entend beaucoup de bruit. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de commenter les querelles et les atermoiements politiques des familles diverses qui peuvent exister. Je le dis encore. La campagne des présidentielles est une campagne pour les Français, vers les Français et surtout avec les Français. Oui, ça c'est vrai quand on est projet contre projet, mais on voit qu'on a des extrêmes droites qui totalisent plus de 30%. Ça change un peu la nature du scrutin. Oui, mais quand on regarde ces extrêmes droites, que proposent-elles en réalité ? Elles sont dans un rejet comme projet politique. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Il n'y a pas de mesures concrètes. Quand on interroge certains candidats de cette extrême droite sur quelque chose de très important, par exemple le pouvoir d'achat, que répondent-elles ? Elles balaient cela d'un coin de la main en disant « ce n'est pas mon objectif, moi je porte une vision ». Il y a des propositions sur les salaires tout de même, mais alors voilà, sur le contrôle des prix. Sur le sujet des salaires, pareil. On nous annonce une mesure un jour le lundi, le mardi elle est revue, le mercredi elle est corrigée. Ce n'est pas sérieux. Je pense qu'aujourd'hui nous devons vraiment regagner le terrain, tous ensemble, parce que moi j'ai un chiffre que je retiens, c'est 58%. 58% des Français sont intéressés par cette campagne présidentielle. C'est extrêmement peu, mais en plus ça dégringole. Le même chiffre était à 68% en septembre. Donc nous devons nous interroger collectivement. Eh ben justement, pour intéresser les Français, est-ce que vous recommanderez au président candidat d'accepter les débats télévisés avec ses adversaires avant le premier tour ? Alors je laisserai le candidat se prononcer dessus, mais encore une fois, ne voyons pas là une volonté du président de la République d'éviter tous les débats. S'il y a bien un président de la République qui a accepté d'aller dans l'arène en permanence, c'est bien le président Emmanuel Macron. Il a mené des grands débats, souvenons-nous. Oui, mais sans adversaire, sans concurrent, face à des interlocuteurs. C'est pas pareil que d'être en compétition. Non, justement. C'est dans cette même logique-là. On n'est pas contre les gens, on est pour les gens. Donc le sujet n'était pas d'aller pour se battre, pour montrer et faire les gros bras, mais pour apporter des solutions, pour écouter, pour entendre et défendre des idées. Quitter le Mali n'est pas un échec, affirme le président de la République. Pourtant, la France s'en va sous la pression du régime malien qui ne veut plus de nous. Alors, pour pouvoir répondre à cette question, permettez-moi de rappeler simplement le contexte. Le contexte est celui de 2013, quand nous sommes positionnés en 2013, nos forces sur place, il y avait un véritable risque d'effondrement du pays malien, avec la prise de Bamako. La différence que nous avons aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, l'État souverain, rappelons-le, c'est un État souverain, voulait que nous intervenions, voulait que nous les aidions militairement. Aujourd'hui, la junte malienne en place n'a plus comme priorité la lutte contre le terrorisme. Et il n'est pas du ressort de la France et des autres pays qui sont engagés là-bas d'ailleurs, parce qu'il ne s'agit pas d'une simple relation bilatérale, de venir se substituer à un État souverain. Mais bien évidemment, notre engagement continuera, il va juste être renouvelé, déployé autour de 4 grands axes que le président de la République perdre en efficacité. Je pense qu'on peut pas dire ça au regard des hommes et des femmes qui sont engagés sur le terrain sur place depuis 2013. On a fait un certain nombre de succès militaires indéniables. Nous avons continué à mettre la pression sur les terroristes. Nous le faisons là-bas, nous continuons à le faire, nous le ferons de façon différente, avec un redéploiement par exemple au Niger, et nous continuons à le faire aussi sur notre sol en France. Moins de soldats français, plus de mercenaires russes, c'est quand même pas glorieux. Encore une fois,
je pense qu'il ne faut pas tirer de conclusions trop hâtives. Ne venons pas, et c'est pas ce que vous faites, mais je pense qu'il faut le dire dans le débat global, ne venons pas mettre comme ça et balayer d'un revers de main tout ce qui a été fait par nos forces sur place, et notamment nous avons payé un lourd tribut au sein de nos armées. Prisca Thévenot, merci et bonne journée. Merci.